Où t'as vu que les hommes et les femmes communiquaient, toi? Avec les hommes, il ne faut jamais avoir d'idées préconçues. Les hommes et les femmes sont faits pour s'entendre, non? Mais ça n'a rien à voir, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Dans Les ailes d'un homme, je donne la parole aux hommes pour explorer leur regard sur les femmes d'aujourd'hui. Sans filtre et sans jugement, on parle de séduction, de vie de couple, des femmes de 50 ans, des clichés qui s'accrochent encore et de ce qu'ils admirent chez elles. Une conversation authentique et décomplexée où leurs anecdotes, leurs réflexions et même leur silence en disent long parce qu'il est temps d'écouter ce que les hommes n'osent pas toujours dire. Aujourd'hui, dans Les ailes d'un homme, je reçois un artiste rare. Depuis plus de 20 ans, Ibrahim Malouf fait partie de ces musiciens qui ont réussi à dépasser les frontières du jazz pour toucher un public immense en France comme à l'international. Trompettiste, virtuose, compositeur, producteur, passionné par l'improvisation et la liberté musicale, il a vendu plus d'1 million d'albums, donné plus de 2000 concerts à travers le monde, reçu plusieurs victoires de la musique, été nommé aux Grammy Awards, composé pour le cinéma et collaboré avec des artistes aussi prestigieux que Sting, Quincy Jones, Angélique Kidjo, Marcus Miller ou encore Grand Corps Malade. Mais là, j'aurais pu faire 2 heures sur le, sur le nombre de collaborations. Mais ce qui rend Ibrahim Malouf unique, c'est sans doute sa manière de faire dialoguer les cultures, les émotions et les êtres humains à travers sa musique. Une musique libre, profondément sensible, où l'Orient rencontre l'Occident, où la virtuosité rencontre l'émotion. Le 10 avril 2027, il investira à la Défense Arena à Paris pour le plus grand concert de jazz instrumental jamais organisé. Un concert hors norme devant près de 40 000 personnes, avec une ambition folle, réaliser la plus grande improvisation collective jamais organisée. Mais derrière l'artiste reconnu dans le monde entier, je suis ravie de recevoir aujourd'hui l'homme, le père, le mari, le fils, pour explorer ensemble ce lien aussi précieux que complexe entre les hommes et les femmes. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Avant de parler de l'homme que vous êtes devenu, j'aimerais revenir au petit garçon que vous étiez. Est-ce que vous avez grandi dans un univers plutôt masculin ou plutôt féminin ? Plutôt féminin. J'ai toujours plutôt été... Et le seul homme qu'il y avait autour de moi, c'était mon père. Mais globalement, tout le reste, c'était vraiment... Donc ma mère, ma grande sœur, mes tantes, mes cousines... c'est quand même essentiellement essentiellement des femmes. féminin. Ouais. Vous pensez que ça ouvre l'esprit d'un homme d'être entouré de femmes durant son enfance ? Je saurais pas répondre à cette question, mais je peux imaginer que ça ne donne pas la même grille de lecture que d'avoir constamment autour de soi une lecture féminine. On grandit avec une lecture des choses qui est quand même plus proche de la lecture féminine que de la lecture masculine. C'est sûr, même quand j'ai grandi, je le sais parce qu'on me le disait souvent, que j'avais beaucoup plus tendance à être proche plus facilement, même à l'école par exemple. J'étais tout le temps avec les filles de l'école, j'étais très peu le garçon qui allait courir avec les autres, jouer au foot, etc. J'étais pas du tout dans ça. Et après, plus tard, quand j'ai fait mes études, pareil, j'avais pas la lecture, la grille de lecture des gars de mon âge. Donc quand on finissait par exemple les cours, la plupart, pas toujours, il y avait aussi des filles, hein, je veux pas généraliser, mais la plupart des garçons, par exemple, ils allaient tout de suite dans un bar pour boire des bières, des choses comme ça entre eux. Moi non, j'avais jamais trop eu cette lecture. Je pense que c'est lié un peu effectivement, peut-être au regard de ma mère, de mes tantes, de mes cousines, de ma sœur, évidemment, etc., qui avaient plutôt une grille de lecture un peu différente, et plus en tout cas ce qu'on considère comme étant féminin socialement, parce que voilà, j'adhère pas forcément au fait que ce soit nécessairement féminin, mais c'est comme ça que souvent c'est vécu. Et dans votre parcours de vie, quelles sont celles qui vous ont le plus construit ou inspiré ? Alors au niveau de la personnalité, c'est ma mère, c'est sûr. Ouais. Maman a eu et a toujours encore un rôle très important dans ma manière de parler, de me comporter, de créer un type de relation assez particulier avec mon entourage. Ma grand-mère C'est quoi un type de relation particulier ?
Qu'est-ce qu'elle vous a inculqué? Euh, c'est vrai que c'est des phrases un peu complexes, mais il faut bien choisir ses mots. Je dirais que je suis assez persuadé qu'on choisit la manière avec laquelle on se comporte avec les gens. Je crois pas que ce soit tout le temps qu'une question de personnalité, d'instinct. Je j'y crois pas trop à l'idée que on est comme on est et il faut s'accepter comme et il faut accepter les gens comme ils sont. Je pense qu'on a un truc qui s'appelle l'éducation Mmh. et la manière avec laquelle on est poli comme on polit une pierre, comme on polit un diamant, etc. Je pense que la manière avec laquelle on est éduqué nous guide vers un certain type de comportement. Et ma mère a toujours voulu, alors parfois trop, et d'ailleurs ça m'a joué des tours dans ma vie, mais a toujours voulu que je me place vis-à-vis des gens dans une égalité ou en dessous. C'est-à-dire d'avoir toujours le respect vis-à-vis de l'autre, peu importe qui c'est, peu importe si c'est quelqu'un d'important ou pas important, enfin, de jamais essayer de se placer au-dessus de quiconque, de toujours considérer l'autre, même l'inconnu, comme potentiellement quelqu'un de bien, jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, elle me disait toujours que c'était ce que lui disait son propre père. Elle le dit encore aujourd'hui. Donc, c'est une manière de se comporter, de se présenter aux gens, sans jamais s'imposer, sans jamais essayer d'être supérieur, donc c'est une manière d'être. Et ça, c'est vraiment ma mère qui m'a enseigné ça. Ce qui doit vous servir aujourd'hui quand on a une notoriété, qu'on a reçu une éducation comme ça, parce que ça pourrait être l'inverse au bout d'un moment. Alors ça dépend parce que il y a des gens parfois qui analysent ça d'un œil un peu malveillant et qui trouvent qu'il y a un truc bizarre. Ah. Et c'est comme si au mieux, parfois c'est analysé comme si j'assumais pas Ouais. ma position, si tant est qu'il y en ait une, sous prétexte que je sois un peu connu ou quoi. Mmh. Donc il y a des gens qui pensent que c'est parce que je l'assume pas, alors que pas du tout. Je pourrais tout à fait le faire, mais ce serait très artificiel. Mmh. Et au pire, les gens prennent ça pour une forme d'autisme ou en tout cas comme s'il y avait quelque chose de bizarre en moi parce que quelque part, je n'étais pas ce à quoi ils s'attendaient. Mmh. Et Enfin, donc ça, il y c'est a pas parce qu'on surprend qu'on est autiste quand même, heureusement. non, mais c'est le retour que j'ai. Ouais. C'est ce que les gens me disent après. Ils me disent: «C'est marrant, tu sais, Ibrahim, moi, la première fois que je t'ai rencontré, j'avais l'impression que tu avais un truc un peu bizarre, parce que c'est vrai qu'on s'attend, en plus tu es trompettiste, quand tu fais des concerts devant des milliers de personnes, tu es là, c'est toi qui tu as du charisme et cetera. Puis là, quand on te rencontre, on a l'impression qu'il y a un truc un peu bizarre. C'est vrai que quand on te connaît pas», les gens me le disent, enfin, ils ont pas peur de me le dire, ils me le disent de manière hyper transparente et je trouve ça très bien d'ailleurs. Ah, moi, je trouve que c'est aussi une qualité d'avoir cette propension à essayer de déceler le meilleur de chacun, puisque c'est un peu ce que vous essayez de nous C'est transmettre. marrant, ma grand-mère qui nous a quittés il y a pas très longtemps, il y a 3 ans, j'avais une conversation hyper intense avec elle à peine quelques heures avant qu'elle nous quitte. Elle était hyper éveillée, elle est morte à 99 ans. Elle Mmh. était très, très, très éveillée jusqu'à la dernière minute de sa vie, elle était consciente de tout. Et je lui faisais faire des devinettes, pour rigoler avec ma femme, on essayait de lui faire deviner les capitales du monde. Je disais, je sais pas, Cambodge, je disais Phnom Penh, je disais et cetera. Puis des fois, et c'est d'ailleurs, ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille, des fois elle oubliait, alors que c'était des capitales très importantes dans sa vie. Elle est allée en Italie, elle a beaucoup voyagé et cetera. Donc je lui disais et elle faisait un peu semblant de savoir, mais de pas vouloir me le dire. Elle regardait mon épouse, elle lui disait: «C'est quoi la capitale?» et ça, donc et alors à un moment donné, je lui dis: «Mais» on l'appelle Teta, parce que Teta, ça veut dire, mamie en libanais. Je lui dis: «Teta, est-ce que toi, tu penses que tu es une femme intelligente?» C'était comme ça pour rigoler. Et c'est un piège, hein, parce que évidemment une question comme celle-ci, c'est forcément un piège. Si tu dis oui, c'est un peu bizarre, ça manque d'humilité. Et si tu dis non, c'est de la bêtise, parce que si t'es intelligent, pourquoi dire non? Et donc elle m'a regardé comme ça longuement. Elle a hésité, elle a dû se dire, mais il est complètement débile, mon petit-fils, de me poser cette question. Et après, elle m'a dit, moi, tu sais, je m'adapte. Et pour moi, c'était une très, très grande leçon. J'ai même démarré l'écriture de mon bouquin là-dessus, qui parle d'improvisation, parce que je pense que s'adapter aux gens qu'on a en face de nous, s'adapter à l'environnement dans lequel on est, s'adapter aux différentes situations et aux imprévus et aux problèmes de la vie, s'adapter aux maladies, s'adapter aux accidents. Pour moi, c'est une forme d'intelligence qu'on ne cultive pas assez dans le système éducatif. C'est apprendre à improviser dans les situations. L'intelligence, c'est pas que d'emmagasiner de la connaissance et voilà. Il y a Et l'intelligence émotionnelle.
L'intelligence émotionnelle, ça fait, je pense, ça fait partie des Mmh. différentes strates de ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle aussi. Et ça, alors voilà, moi j'étais pas particulièrement bon à l'école, par exemple. J'étais pas forcément quelqu'un Faut pas être excellent de brillant. partout, Non, hein, mais pas exagérer. non, mais j'étais pas. Enfin, si vous parlez avec mes profs de l'époque, ils vont vous dire, oh là là, Ibrahim. Mais parce que il y avait des choses qui m'intéressaient beaucoup moins à l'école. Mais par contre, je me faisais très vite des copains à l'école, par exemple. Peu importe la catégorie socio-professionnelle des parents, peu importe si c'était quelqu'un de gentil, pas de gentil, peu importe si c'était une fille, un garçon, peu importe si c'était quelqu'un qui était physiquement peut-être un peu handicapé par l'obésité ou quelqu'un qui avait plus des problèmes dans sa famille, des choses. C'est-à-dire que toutes sortes. J'avais pas de jugement par rapport à la personne que j'avais en face de moi. Ah, vous accueillez la différence, en fait. Et j'aimais bien rencontrer les gens et parler avec eux. Donc ça, encore une fois, c'est pour en revenir à ma mère parce que cette grand-mère-là, c'est la mère de ma mère. Donc je pense que tout ça a dû se transmettre. Mais voilà, j'ai été éduqué un peu dans ce truc-là, de tout le temps m'adapter aux gens que j'ai en face de moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je peux serrer la main à, je sais pas, un ministre ou un président de la République, etc. Ou parler à peut-être des gens qui viennent me voir après les concerts, qui sont dans des situations difficiles ou qui me disent, bah, on a économisé pour venir vous voir en concert, on est hyper heureux, etc. Donc, il y aura jamais de médisance ou de condescendance ou de mépris peu importe qui d'ailleurs, peu importe qui. Bah, c'est tout à votre honneur. Et vous avez grandi dans un univers très culturel, la musique avec votre papa trompettiste, votre maman pianiste, votre grand-père journaliste. Est-ce que vous pensez que la culture peut ouvrir une sensibilité et une compréhension plus fine des autres? C'est un autre pan. Je pense que si dans ma famille on a autant été dans l'art, c'est aussi pour les raisons qu'on était en train d'évoquer. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est parce que c'est une manière, je pense, dans la famille, en tout cas, qu'on a de cultiver l'empathie et la nécessité d'empathie. Euh, je pense que la musique a ce pouvoir de encourager tout un chacun à ressentir des choses. Et Un langage très universel. c'est un langage universel qui pousse, parce que je pense que l'art en général a ce côté-là aussi, mais je trouve que la musique va direct au cœur. Une peinture, par exemple, on va la regarder, on va l'analyser, on va dire mais comment ça se fait qu'il y a ça? Pourquoi est-ce que là c'est beaucoup plus sombre? J'ai pas compris la forme, ça vient d'où, etc. On peut analyser un film, ça s'analyse. Alors si le film il est chronologique, pas chronologique, ça, il y a tout un déroulé. D'ailleurs c'est écrit au départ, etc. Un livre aussi, un opéra aussi, la danse à la rigueur, la danse. Et moi, je trouve beaucoup la musique, ce sont des langages qui passent pas par la case analytique. Ou en tout cas, il faudrait pas que ça passe par la case analytique. Il faut laisser parler direct l'émotion telle qu'elle arrive. Et on ressent, tant mieux. On ressent pas, tant pis, c'est pas grave. Peut-être plus tard, on ressentira. Mais dans tous les cas, la place de l'analyse, elle est vraiment, pour moi, elle est reléguée en seconde, troisième, 12e catégorie dans le classement des priorités quand on écoute de la musique. Vraiment, la valeur numéro 1, c'est est-ce que tu ressens quelque chose ou pas. Ça, ce truc-là, éduquer à ça et être éduqué par ça, c'est une manière, en tout cas pour moi, comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le fais pour mes enfants, pour ma famille, pour mon entourage, c'est une manière d'apprendre à ressentir. Et est-ce que c'est pas plus facile quand on n'est pas expert ou connaisseur en musique de se laisser toucher Ah, mais que complètement. quand justement on est brillant et que quelque part une déformation professionnelle, on va écouter ce qui Ouais, complètement, je suis complètement ouais. d'accord avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, j'ai des gens après les concerts qui me disent: «Ah là, vous savez, moi, je suis pas musicien, je suis désolé, mais par contre, je leur dis: «Attends, attends, attends, est-ce que vous écoutez de la musique?» «Oui». Ouais. «Est-ce que vous en écoutez tous les jours?» «Ah oui, bien sûr». «Est-ce que vous avez des émotions quand vous écoutez?» Est-ce que vous avez... Pour moi, c'est ça les musiciens. Mmh. C'est avant tout ça. Un musicien, c'est quelqu'un qui sait reconnaître son émotion ou l'émotion d'une musique, même si t'en joues pas. Si t'en joues, tu deviens un musicien professionnel peut-être.
C'est ton métier. Et effectivement, je pense que quand on devient professionnel, on se laisse moins le droit de ressentir. On est plus dans les détails, l'harmonie. Tiens, cette vibration, elle n'était pas très juste. Là, mais comment il faut qu'on rajoute des percus parce que là, et on oublie l'essentiel. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'en parle autant. C'est pour être sûr de jamais oublier l'essentiel. Et alors, j'ai entendu dire que votre papa était très rigoureux dans son apprentissage et vous qualifiez aussi le milieu de trompettiste comme un milieu un peu macho. Et C'est le moins pourtant, qu'on puisse dire. c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et pourtant, vous, dans votre musique, il y a énormément de douceur et de vulnérabilité. Comment est-ce que vous avez réussi à préserver cette part-là de vous? C'est pour ça que c'est un peu toujours surprenant d'en parler, notamment les gens qui aiment bien ma musique, je pense qu'ils ont du mal à comprendre ça, mais moi j'ai jamais trop aimé la trompette. Ouais. Et j'ai fini par aimer, j'ai mis longtemps, très longtemps avant À quel de... âge vous avez aimé? Parce que vous avez commencé à 8 ans, c'est ça? J'ai commencé à 7-8 ans. C'est étonnant, mais j'écoutais mon père travailler. Alors, on habitait dans une toute petite maison, mais où il y avait 2 étages. Et ma chambre était juste au-dessus du salon. Et mon papa travaillait dans le salon. Et donc, j'écoutais le son de la trompette, mais à travers le plafond du sol. Et de ma chambre, ça sonnait très doux. Donc, ça faisait vraiment comme c'est quand il jouait. Mais quand je descendais dans le salon et que j'entendais jouer, ça me cassait les oreilles et j'aimais pas du tout. Mais bon, à force de l'entendre jouer, et un jour, je suis descendu, je lui ai dit, j'aimerais bien moi aussi en jouer. Et donc, j'ai commencé et le son me dérangeait. J'aimais pas ça. Et mon père, en plus, il venait vraiment de cette école de la trompette classique. On doit jouer avec un son très brillant, puissant, fort. Il faut jouer aigu. Et moi, vraiment, c'était pas ma personnalité du tout. Vraiment, je pense que j'étais pas du tout fait pour ça. Alors, il se trouve que j'étais assez docile et j'étais heureux de passer un peu de temps avec mon père parce qu'en dehors de la trompette, il n'était pas rigide, il était extrêmement sévère. Ce qui fait que j'avais la chance d'avoir un papa un peu plus sympa pendant les cours de trompette, donc j'en profitais. Donc, Et c'est donc, finalement pour cette raison-là. ah, mais c'est que pour ça. Passer Hein. du temps Ah, oui, avec, moi, avec votre père. moi, c'est que pour ça. Ouais. Et quand j'ai grandi, un peu, que je jouais de la trompette, il me faisait jouer dans des ensembles et dans des orchestres. Et là, j'avais des amis. Ouais. J'ai eu mes premières petites amies à cette époque-là, etc. Et donc, là, j'étais attiré par autre chose. J'étais attiré par le côté social de l'orchestre et tout ça. Mais la trompette en elle-même, non. Et je pense que ce côté très masculin qu'entretiennent les trompettistes depuis très, très longtemps dans cette école, alors que quand on voit des femmes jouer de la trompette ou des filles jouer de la trompette, on voit bien que c'est complètement absurde et faux. Il y a des trompettistes femmes extraordinaires. Mais les hommes ont systématiquement entretenu l'idée que la trompette était un instrument d'homme. Parce que c'est dur physiquement aussi, Pas tant que ça. non? Non. Non, pas tant que ça. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment les hommes qui se sont auto-persuadés que c'était cette manière-là de jouer la trompette qui était la vraie et qu'il n'y en avait pas d'autre. Et effectivement, leur manière de jouer, en général, est une manière très physique. Mais est-ce qu'il est nécessaire de jouer de cette manière-là ? Je sais pas, je vous Pas du entendais tout. dire que quand vous faites plusieurs jours vous jouez 2-3 heures par jour, vous avez la lèvre bleue, vous aviez l'intérieur de la bouche très abîmé. Est-ce que ça en fait un instrument d'homme pour autant ? Non, mais Je pense que les j'imagine femmes vivent des douleurs quand on bien est plus- petite fille, quand bien on plus est petite difficiles. fille, on a peut-être envie d'aller vers un instrument qui fait moins mal. Je sais pas. C'est une question. Ça fait pas tant mal que ça quand on en joue de manière modérée. Ça commence à être un peu plus physique et douloureux quand ça devient un métier. Ouais. Mais dans ce cas-là, c'est vrai pour tout. Je veux dire, les femmes qui jouent au foot ou les femmes c'est qui... sûr. ça reste un métier qui fonctionne pour les deux. Donc, j'ai pas trop... En tout cas, moi, j'ai jamais vécu... j'ai jamais aimé la trompette pour ce qu'elle avait... qu'on considérait comme étant quelque chose de masculin. Ouais. Jamais. Ça a jamais été le truc que j'aimais dans la trompette. Et ce que j'ai aimé dans cet instrument, ça a toujours été ce que communément on considère comme étant plutôt féminin. C'est-à-dire? C'est-à-dire la douceur, un son beaucoup plus feutré, un peu à la Chet Baker ou à la Miles, quelque chose de plus
ouais, moins agressif à l'oreille. Mmh. Je dis pas que c'est forcément féminin, je dis que c'est ce qui est communément Ah ouais, considéré bien comme sûr. étant plus féminin. Mais Et vous trouvez que les femmes qui vous disiez à l'instant qu'il y avait de plus en plus de femmes qui jouaient, la trompette, vous trouvez, qu'elles apportent, une différence notable dans leur jeu? hem, pas toutes et pas forcément, mais les femmes qui ont réussi à en faire leur métier sont des warriors, qui ont réussi à traverser toutes ces étapes où les hommes leur disaient ou leur faisaient sentir qu'elles étaient pas au bon endroit Mmh. et qui ont quand même continué. Et il y a 2 écoles. Il y a celles qui ont c'est comme ça que je le vois, hein, attention, je pas de Non, c'est comme non, je le mais vois, c'est on est là pour vous écouter, il hein. y a 2 écoles. Il y a celles qui se sont dit, «Pour y arriver, il faut que je fasse comme les gars» Mmh. et qui se sont mises à jouer comme le font les hommes avec l'idée que c'est comme ça qu'on doit jouer Mmh. la trompette. Et il y a celles qui ont tracé leur route sans se poser cette question-là et qui ont fait ce qu'elles avaient envie de faire. Et là, elles sont pas du tout, elles ne jouent pas dans ce type d'école-là spécifiquement. Elles jouent comme elles ont envie de jouer. Et je vous entendais dire aussi que vous aviez créé votre label parce que, personne ne vous accueillait avec, votre nom, Ibrahim, on vous fermait les portes. Il me semble que c'est ça, je me C'est pas la trompe? seule raison, mais je pense que certainement, ça jouait un tout petit peu. Et ça dépend à quelles époques aussi. Ouais. C'est-à-dire que Ah bah, aujourd'hui, ça doit être plus facile. en fait, au tout début, je voulais vraiment faire de la musique classique. Ouais, Et là, mon prénom a posé problème. Très, très clairement, hein. Mon prénom a posé problème. c'est terrible. Ouais. Et les femmes, du coup, Après, aujourd'hui pour le jazz, par contre, non. ouais, Pour le jazz, c'est plus dans le milieu j'ai eu des classique. soucis. J'ai eu des soucis aussi, il y en a eu. Mais pas uniquement liés à mon prénom. Mais dans la musique classique, oui, clairement. Et c'était parfois même clairement assumé et dit. Donc, Ah oui, en on se plus. cachait pas du Ouais, tout. Et on parle d'il y a 25 ans quand même, hein. ouais, ouais. Et vous pensez que pour les femmes, du coup, ça nécessite qu'elles soient meilleures qu'un homme pour réussir dans la trompette? Je saurais pas répondre à cette Ouais. question. Je suis pas une femme j'ai pas traversé pour savoir. Je me doute que ça doit pas être simple. Je peux en tout cas, si les femmes et les étudiantes en trompette dans les conservatoires entendent ce que j'ai entendu, par rapport au regard que portent, en général les hommes sur les femmes, Mmh. et sur le milieu des cuivres en général, pas que de la trompette d'ailleurs, mais des cuivres, mais en particulier la trompette, alors courage à elles, hein. Ouais. Ouais, Mais bon, faut pas les décourager parce que les choses évoluent. exactement. Ça évolue et déjà en 25 ans, entre les moments où moi j'étais étudiant et maintenant, 20-25 ans, ça a beaucoup, beaucoup changé aussi, je pense, hein. Les gens Mmh. ont compris, mais à l'époque, en tout cas, c'était sacrément, complexe. Compliqué, ouais. Alors pendant longtemps, on a appris aux garçons qu'un homme devait être fort, ne pas trop montrer ses émotions. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les hommes se sentent plus libres pour se livrer et dévoiler leur vulnérabilité, ou qu'ils sont au contraire confrontés à d'autres injonctions? Ouf! Vous avez 3 heures. J'ai J'étais en train de me dire ça, c'était, avant l'émission, vous m'avez dit: «Ça durera à peu près 45 minutes, sauf si vos réponses sont longues». Là, il y en a pour 45 minutes rien que pour cette question. Hem, alors moi je saurais pas répondre pour tout le monde. Je fais toujours attention de pas répondre dans des généralités. Je peux répondre par rapport à ce que je Et ce qui nous ressens. intéresse, c'est ce que vous ressentez. Ouais, Il n'y alors a moi pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. ouais, mais j'ai eu une éducation assez particulière parce que mon père était particulièrement dur, injuste et sévère et ma mère tout le contraire. Et donc il y a une forme de, paradoxe intérieur. C'est-à-dire je suis quelqu'un qui livre beaucoup ses émotions mais qui raconte rien. Alors comment on peut faire ça? Je sais, c'est bizarre. Bah, parlez-en à mon épouse parce que je pense qu'elle est mieux placée que moi pour en parler. Mais c'est-à-dire que j'ai pas de problème à exprimer mes sentiments et mes émotions parce que je pense qu'il y a pas d'autre solution pour, créer du lien et j'ai très, très peur des mots en général
parce qu'ils peuvent être compris dans un malentendu, compris à l'inverse de ce qu'ils voulaient dire, parce que raconter une histoire, c'est c'est compliqué. Moi, je pourrais quand je rentre le soir, par exemple, je pourrais m'asseoir, parler de ma journée à mon épouse, je raconte rien du tout Ça, c'est assez parce que masculin. alors il paraît que c'est Alors assez là, moi, masculin. je fais pour le coup une généralité, mais Ouais. c'est quand même globalement assez masculin. Mais moi, je raconte rien, quoi. Si on me demande pas, je raconte rien. Je peux Ouais. avoir vécu des trucs incroyables dans ma journée, je peux avoir rencontré des gens géniaux, avoir vécu des moments incroyables, je sais pas, avoir vécu des trucs mais dingues. Je saurais pas les raconter parce que j'ai toujours l'impression que qui s'intéresse qui en fait? Alors, est-ce que c'est Voilà, ça ou est-ce que c'est une question, mais est-ce que c'est aussi pour évacuer et se dire bon, ça y est, j'ai fini ma journée, j'ai pas envie de me replonger dans ma journée. ouais, Enfin, il y a beaucoup c'est un peu d'hommes les 2. qui ont ces propos en disant ouais, non, C'est enfin, un peu les si. 2. Ouais. C'est un peu les 2. Je pense que c'est un peu la solution de facilité que d'exprimer ça en disant simplement: «J'ai pas envie parce que ça me fatigue». Non, ça me fatigue peut-être, mais c'est surtout que tu pas envie d'être jugé. Donc si je te raconte quelque chose, Ouais. si moi je raconte, quelque chose à ma famille en leur disant: «Ah, je vais vous raconter ma journée aujourd'hui». Hem, j'ai peur d'être mal compris, j'ai peur du malentendu, j'ai peur de l'incompréhension, j'ai peur, des mots qui peuvent blesser. Hem, j'ai toujours cette crainte. Si je vis un truc difficile, douloureux et que je le raconte, j'ai l'impression que je suis en train de me victimiser, que je suis en train de me plaindre. Si je raconte quelque chose de génial qui m'est arrivé, j'ai l'impression d'être en train un peu de me la raconter. Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, il y a tout le temps un risque qu'on interprète mal, ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je fais beaucoup plus confiance aux émotions qu'à l'histoire en elle-même. Et donc je vais avoir tendance plus facilement, si par exemple mon épouse me prend dans mes bras et que j'ai vécu quelque chose de difficile, je pourrais presque pleurer dans ses bras ou lui dire: «Tiens, fais-moi juste comme ça des mamours ou des trucs». Voilà, j'ai plus dans ce truc-là, plutôt que de vouloir le raconter. Sauf que comment elle fait pour vous prendre dans ses bras si elle sait pas ce qui s'est passé? En fait, on est chez le psy là, c'est ça? Mais c'est la confiance. Ouais. Pour moi, c'est la confiance qui doit c'est marrant parce que il y a des gens qui préfèrent les chiens et d'autres qui préfèrent les chats. Ouais. Et moi, je préfère les chats. Pourquoi? Parce qu'un chat, il te pose pas de questions Ouais. et il veut pas que tu lui en poses. Et le chat, il vient. Déjà, quand tu ouvres la porte, il s'en va. Il te laisse tranquille et il veut pas de tes câlins. Et au bout de 20-30 minutes, il voit que t'es calme, que t'es assis, que tu fais rien de spécial. Il vient, il se met à côté de toi, il pose sa tête ici. Et il te demande même pas de le caresser. Et ben, je crois que je fais plus partie de cette école-là. Je préfère les chats aussi. Voilà. Côté indépendant. Le 12 septembre prochain sortira votre album à la française en duo avec votre épouse Hiba Tawaji, qui est elle aussi artiste et chanteuse. Quand on partage à la fois sa vie et sa création, qu'est-ce que ça change dans un couple? Bah, c'est des discussions qui sont quand même très orientées sur la musique, sur les choix qu'on veut faire, sur les concerts, sur les instrumentistes qu'on a envie d'avoir à nos côtés, sur le choix des morceaux, sur tel mixage, sur tel arrangement. Je vais lui dire, tiens, on a fait un nouveau mix, va toute seule dans la chambre et va l'écouter, dis-moi ce que t'en penses. Puis elle revient, puis ça nous donne ça nous donne un autre, il y a un autre fil rouge que celui du quotidien ou que celui des enfants, etc. Ça donne un autre fil rouge et un fil rouge qui, s'il est bien entretenu, peut être hyper agréable. Mmh. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien l'entretenir? Parce que ça peut être aussi une difficulté. Une source de stress aussi, ouais, Ouais. des fois. Et puis quand on a 2 artistes, on pourrait aussi se dire s'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre, est-ce que Ouais, Puis c'est vrai que il peut y avoir hein, ce genre de tension. Mais ça existe. Moi, par exemple, j'ai connu ça avec mon père, ouais. S- sans être mari, femme, épouse. Ça peut arriver entre frères, frères et sœurs. Ça peut arriver avec nos parents. Moi, mon père, il a très mal vécu à l'époque où moi j'ai eu beaucoup de succès.
Et lui a, malheureusement, alors qu'il est à l'origine de tout ce que je fais aujourd'hui, Bien sûr. n'a pas eu la chance d'avoir cette visibilité, cette carrière, etc. Alors qu'il en rêvait, alors que moi, j'en rêvais pas du tout petit. Lui en rêvait vraiment. Pour lui, c'était ça sa vie. Il était quelque part potentiellement un soliste qui allait parcourir le monde, etc. Or, il n'a pas réussi à concrétiser ce rêve. Et Mais moi, il aurait pu le vivre à travers vous. c'est pour ça que je vous dis que cette incompréhension, Mm. moi je fais partie, en tout cas, de l'école qui considère, parce qu'on parle d'école, qui considère que on peut tout à fait vivre le bonheur des autres en transcendant ce lien. Mm. Indirectement, quoi. Vraiment, on peut tout à fait être heureux pour nos enfants, pour ce qu'ils vivent, sans le vivre nous-mêmes. On peut être heureux pour nos parents. Je sais pas, vous avez un parent, par exemple, qui a perdu ou qui a divorcé ou perdu sa femme ou son épouse. Quelques années plus tard, vous êtes heureux quand cette personne rencontre quelqu'un et qu'elle est heureuse. Ce même bonheur qu'on peut avoir pour les gens qu'on aime, on peut l'avoir aussi pour notre épouse ou notre mari. Enfin, donc moi, j'y crois beaucoup à ça. Ah, peut-être je suis un peu idéaliste, on verra. Mais j'ai vraiment l'impression que Iba et moi, on a trouvé un équilibre qui nous protège l'un et l'autre. Il peut y avoir des moments où on n'est pas d'accord, mais ça va jamais au-delà des petites remarques qu'on peut se faire Et pour c'est bien progresser. aussi le désaccord, c'est enrichissant. Ouais, on progresse en fait. Ouais. Elle m'apprend des choses, je lui apprends des choses. En fait, on s'équilibre. Et puis, il faut dire aussi peut-être que, pour être complet, peut-être aussi qu'on s'est rencontrés, Iba et moi, au bon moment. Hum. Iba, au moment où on se rencontre, elle fait une carrière extraordinaire dans les pays arabes. Et elle est en train d'essayer de démarrer des choses en France et dans les pays francophones. Et moi, j'ai construit quelque chose de très chouette en France et dans quelques autres pays. Et j'ai encore beaucoup de choses à ce moment-là, beaucoup de choses à construire, même encore aujourd'hui, je veux dire. Et donc, je pense qu'on s'est rencontrés au bon moment aussi. La chimie, Mhm. elle était là pas par hasard. S'il y avait eu un trop gros décalage, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas eu les mêmes sentiments l'un vis-à-vis de l'autre si on s'était pas retrouvés à ce moment-là. Puis il y a peut-être aussi une plus grande compréhension de ce que vous vivez, parce que j'imagine les périodes où vous créez, les périodes où vous êtes en concert, il y a certainement du stress, il y a des angoisses. Quand on n'est pas de ce milieu-là, ça peut être tellement lointain de ce qu'on vit au quotidien. C'est surtout, je crois, les tournées qui sont Ouais. problématiques. Quelqu'un qui ne connaît pas c'est comme les acteurs et les actrices, hein. Dire un acteur, une actrice qui part 6 semaines en Afrique du Sud pour tourner un film, bah, disons le mari ou la femme, l'épouse, Mmh. la femme, elle a intérêt à comprendre ce que ça veut dire, Bah ouais, bien sûr. parce que ça peut détruire un couple. Bon, moi, je tourne énormément. Iba sait ce que ça veut dire. Elle Mmh. l'a vécu aussi. On va même tourner ensemble en novembre et en décembre et un peu en mars. Donc, c'est je pense qu'effectivement la compréhension du métier, fait que ça facilite les choses. Mmh. Oui, certainement. Alors, on vit également une époque où la parole des femmes se libère et c'est nécessaire. Mais vous, Ibrahim, je me permets d'en parler puisque vous m'avez dit qu'on pouvait parler de tous les sujets. Vous avez traversé une période extrêmement violente. Vous avez été accusé d'agression sexuelle sur mineur avant d'être acquitté. Comment, à votre avis, peut-on protéger la parole essentielle des femmes tout en préservant aussi la nuance et la présomption d'innocence? Vaste question. Je sais même pas si c'est possible. Ouais. Je pense que le combat, pour la protection des femmes et des violences faites contre les femmes et contre les enfants est tellement énorme. C'est tellement un mastodonte Mmh. Je crois que c'est une femme sur 5. gigantesque. Ouais. Voilà, c'est tellement énorme. Nous, dans notre famille, on a vécu ça aussi. Les femmes de ma famille aussi ont vécu ça. Donc je compatis, je sais à quel point c'est douloureux, à quel point c'est difficile, la libération de la parole, la honte qui peut envahir aussi parfois socialement, hein, elle n'est pas légitime du tout, mais j'ai ce sentiment de honte, de dire voilà, j'ai vécu ça. Il y a aussi des hommes, hein, d'ailleurs, qui le font aujourd'hui. Et Ouais. donc c'est tellement énorme que il y a pas. Je comprends la difficulté, je comprends le combat. Il y a rien à dire. Enfin, en fait, il y a rien à dire. Si la question, c'est moi, parce que j'ai vécu cette injustice, quel est mon positionnement? Il est exactement le même qu'avant que je vive cette injustice. C'est-à-dire, c'est un combat qui est nécessaire.
Il faut essayer de le mener le plus justement possible. Je sais que c'est difficile à entendre parfois, mais moi je pense que c'est hyper nécessaire. Savoir comment ça fonctionne, comment fonctionne la justice, comment fonctionne un procès, comment fonctionne la police, comment Et ça, on le sait pas. ça on sait pas. Ouais. Et même et c'est pas du tout un reproche, hein, mais vous voyez maintenant moi je suis devenu hyper précis sur les mots qu'on utilise parce que après avoir vécu ce que moi j'ai traversé, Mmh. vous avez utilisé le mot acquitté, moi j'ai jamais été acquitté, j'ai été relaxé. C'est très Ah oui, différent. et alors moi, Et on je vais même mélange pas tout. ça je vais Non même mais c'est pas pour ça que je veux savoir vous dire. dire la Non mais c'est vrai, mais les gens, mais en fait on C'est connaît quoi la pas. différence entre acquitté et relaxé? C'est pas les mêmes procès, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes tribunaux. Ah, c'est ça. Et à la cour d'assises, on dit qu'on est acquitté. Dans un tribunal, en cour d'appel, on dit qu'on est relaxé, etc. Les gens confondent non-lieu, Ouais. etc. En fait, on connaît pas ce monde. Et le problème que moi j'ai vécu, c'est en grande partie lié à l'ignorance. Et c'est pas méchant, attention, hein, mais à l'ignorance, à la méconnaissance, je devrais plutôt dire, la méconnaissance du monde de la justice, du monde des médias, du monde de la police même. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le fonctionnement de la police et peut-être qu'un jour j'en parlerai. Euh, il y a beaucoup de choses qui nous échappent complètement. Et donc en fait, ce qui d'un seul coup peut paraître anodin, par effet papillon, devient énorme. Et le seul grand regret que j'ai par rapport à ce qui m'est arrivé, et encore une fois, je me place comme quelqu'un qui a vécu dans sa propre famille et dans son entourage ce genre d'agression. Le seul très grand regret que j'ai par rapport à ce qui m'est arrivé, c'est que ça a desservi la cause des femmes. Ouais. Pourquoi? Ben parce que quand on accuse quelqu'un et que c'est pas la bonne personne, Mmh. et ben on met en danger Celles toutes qui celles le font pour les bonnes raisons. qui le font pour les bonnes raisons. Ouais, bien sûr. Et je me bats depuis que c'est arrivé. Ça va bientôt faire 10 ans que cette histoire est terminée. Et je me bats dans ce sens-là en disant, genre, mais arrêtez. En ce qui me concerne, oubliez, vous vous êtes trompé et c'est en train de desservir la vraie cause. On est en train de desservir, on est en train de mettre, on est en train d'armer les gens qui sont contre vous. Plus vous me considérez comme coupable alors qu'on a prouvé que c'était faux, et plus les gens vont se servir de cette histoire pour vous dire que vous avez tort de le faire. Mmh, mmh, mmh. Donc reconnaissez votre erreur et passons à autre chose. Il y a tellement de choses importantes, tellement de femmes à défendre, tellement d'enfants qui sont victimes d'inceste, d'agression. Et regardez dans les écoles, dans tout ça. Arrêtez de vous focuser sur la mauvaise personne. On a prouvé, et là, je crois qu'il n'y a plus rien à prouver maintenant. Ouais. Les journalistes ont ouvert les dossiers, tout a été prouvé. Et il y a des gens qui s'acharnent quand même par peur qu'en disant que je suis innocent, ça desserve la cause. Or, c'est exactement le contraire. Donc, c'est le seul regret que j'ai par rapport à tout. Évidemment, ma famille, la souffrance que je Ouais, n'aurais pas j'imagine, l'indécence de raconter parce que c'est pas le moment. Mais avec le recul et au bout de bientôt 10 ans, vraiment, c'est la chose qui me blesse le plus. C'est qu'on se soit servi, c'est que des gens finalement se servent de moi à mauvais escient, pensant faire la bonne chose et desservant le vrai combat. Et la responsabilité des médias aussi, peut-être? Ah, mais elle est énorme. Mais pas que les médias. La police a une responsabilité énorme et un jour j'en parlerai, vraiment. J'ai de quoi faire. Mmh. Le jour où ils seront prêts à entendre. Les médias le savent déjà, on leur a déjà dit et ils s'entêtent. C'est très têtu. Ils sont très têtus, les médias. On a beau leur dire, c'est comme au moment où j'ai été entièrement lavé, hein, de relaxer, etc. On leur a dit, bah là, regardez, Ouais. parlez-en maintenant. Ouais. Et non. Ah Moi, non, on parle plus des mauvaises nouvelles. C'est plus. Oui, mais même, faut être juste. À un Bah, moment non, donné, mais je te crois plus. Mais moi, je suis complètement d'accord. Voilà, mais moi, je les lis plus à cause de ça. Ouais. Je lis plus les médias à cause de ça, alors que je lisais toutes sortes de médias. Je les lisais tous. Enfin, j'avais pas d'acquaintance politique particulière. Je lisais un peu tout pour avoir une vision un peu globale de tout. J'étais un peu dégoûté, évidemment, parce que je me suis senti particulièrement touché par le manque de précision et de déontologie journalistique et d'éthique. Si les lecteurs de ces journaux avaient vécu 1% de ce que j'ai vécu, ils brûleraient ces journaux quand ils les auraient entre les mains. Ouais. Tellement il y a un manque d'objectivité chez tous, hein.
tous. Pour moi, il y en a pas un Et il qui y a une rattrape l'autre. recherche du sensationnel aussi, il y a une course à l'audimat qui fait que, Et ils le reconnaissent. bah oui. Et ils le reconnaissent. D'ailleurs, lorsque j'avais traduit Le Parisien en justice Mmh. pour l'article, parce qu'il y a eu un article au départ dans lequel il y avait beaucoup d'erreurs et qui a été ensuite copié-collé Repris et et repris par tout le monde. Quand ils étaient devant le juge et qu'on leur expliquait, mais est-ce que vous vous rendez compte de l'erreur, des fautes que vous avez faites, vous dites tel, alors que c'est pas vrai. L'excuse que donnait le journaliste et la directrice de publication, c'était oui, mais on n'a pas le temps. Ce qui est extrêmement. mais c'est J'aurais grave. aimé que toutes les télés et les radios soient là pour filmer Ouais. ce moment-là et que tout le monde l'entende. Parce que c'était ça le nœud. Et c'est pour ça, moi, je leur en voulais pas à mort non plus. Je voulais pas forcément. Je voulais qu'ils soient condamnés, évidemment, pour donner l'exemple. Mais eux, c'est des êtres humains. Mais ils ont fait une erreur. C'est un peu comme si un médecin venait vous dire Bah, bien sûr. oui, alors oui, effectivement, j'ai tué Je votre. suis passée à côté de votre maladie, Je suis mais passé à j'avais cause de pas le temps. maladie, j'ai tué par accident, mais en même temps, vous savez, on n'a pas tellement le temps. Mmh. Mais c'est une horreur de dire ça. Vous avez une responsabilité énorme. Vous pouvez pas vous permettre de dire un truc pareil. Ah oui, et Et puis donc, c'est même pas respectueux vis-à-vis de ce que vous avez vécu, quoi. Enfin, c'est terrible. oui, mais après, je pense que le regard que portent les médias, je l'ai entendu par plusieurs journalistes. Oui, mais Ibrahim, regarde, ça se passe bien pour toi, tu fais des concerts, c'est bon, tu peux tourner la page. Justement, avec le recul, C'est- est-ce que ça vous a transformé humainement? Ah oui, complètement. Je suis plus du tout la même personne. Sur une grande partie de ma personnalité, j'ai complètement changé. Je suis toujours très fidèle à énormément de choses, évidemment, mais il y a une partie qui était beaucoup plus naïve, Mmh. qui elle s'est pris un énorme coup, évidemment. Et encore une fois, moi je déteste, je le dis systématiquement quand on me pose des questions, je me positionne pas du tout comme une victime, hein, attention. Je suis pas du tout une victime. Les victimes, on sait, Mmh. c'est pas du tout ça. Mais cet emballement médiatique, ces erreurs de la police, ces erreurs aussi de la justice, parce qu'à un moment, c'était pas très sérieux, hein. Il a fallu que la cour d'appel revienne taper sur les doigts de ceux qui avaient mal bossé avant. Euh, ça te dit beaucoup de comment tu dois te battre, comment on doit se battre pour ses convictions, pour soi, pour ses valeurs, etc. Et moi, j'étais un peu naïf. Je pensais un peu naïvement que ouais, je vivais un peu dans Disney, quoi. C'est happy end, quoi. De toute façon, ça se Mmh. terminera bien, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison que ça se termine mal. J'étais un peu dans ça. Sauf que non, enfin, non, pour que ça se termine bien, il va falloir te battre un peu, en fait. Mmh. Ça va pas arriver tout seul. Voilà. C'est ça qui a changé, mais ça change tout. Bah oui, ça change Ça beaucoup de change choses. beaucoup de choses. Surtout sur quelqu'un qui a déjà du mal à dire les choses. Et ben, par exemple, Bah oui. je me fais violence parfois pour détailler Mmh. certaines choses, comme là, par exemple. Moi, par exemple, là, ce que je suis en train de vous raconter, euh, c- j'aurais été incapable de la raconter, de raconter tout ça si j'avais pas fait un travail Mmh. Bien sûr. sur moi pour pouvoir en parler et mettre les bons mots et ne pas avoir peur du jugement, ne pas avoir peur. Vous voyez, donc ouais, on apprend à mettre les mots, quoi. Mmh. Alors, on va passer sur un sujet plus joyeux. Vous êtes papa de 2 filles et d'un garçon. Est-ce qu'on se surprend parfois à ne pas transmettre exactement les mêmes choses à un fils ou à des filles, puisque vous en avez 2, même quand on croit profondément à l'égalité? Mais moi, j'ai retourné la chose. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 enfants, il y en a pas un qui est comme l'autre. Ouais. Ils sont tellement différents. Et c'est bah, il y en a 2, c'est pas 2 avec le même père et la même mère, Ouais. mais c'est le jour et la nuit. Donc c'est c'est impossible de leur donner les mêmes choses, de toute Ouais, façon. c'est ça. La différence initiale fait qu'on Mmh. réagit pas, Ouais. Dès le jour 1, il y a une différence de personnalité, une différence dans la manière de traiter l'information qu'ils ont entre les mains, une différence dans le regard qu'ils portent sur les éléments qu'il y a autour d'eux, qui fait que, de toute façon, l'éducation va pas être la même. mmh. Est-ce que vous allez essayer de transmettre, la trompette comme vous alors j'imagine pas de la même manière? Bah, déjà, la musique, on le fait pas de la même manière déjà Mmh. que mes parents.
avec moi. C'est-à-dire que la musique est partout, mais elle est jamais obligatoire, elle est jamais forcée, elle est jamais imposée. Elle est là si tu as envie. Mmh. Déjà, ça change beaucoup de choses. Ouais. Mais est-ce qu'on peut, parce que vous le disiez, votre papa était très exigeant, mais malgré tout, il a une part de responsabilité dans votre succès. Est-ce qu'on peut réussir comme vous réussissez aujourd'hui, sans avoir une grande exigence d'apprentissage? Bah, je sais pas. J'ai connu que ça. Ouais, On se revoit dans 15 ans, 20 ans, ouais. on en reparle. Avec mes enfants, en tout cas, je sais pas si ce sera une généralité à tirer une vue. Je sais pas. Parce que j'imagine qu'il y a enfin, la musique, c'est quand même comme la danse, vous parliez de la danse, c'est, avant de réussir à improviser, il faut une base solide et il y a Ouais. une rigueur nécessaire. Oui, dans l'absolu, vous avez raison. Le monde change aussi. Mmh. Regardez, aujourd'hui, vous pouvez charger un logiciel sur votre téléphone Ouais. et je sais pas si vous faites de la musique. Est-ce que Non. vous fa- Non? Eh ben, ce soir, vous avez un album. Toute seule. Vous avez besoin de personne. Ça vous fait peur ou pas? Pas particulièrement, mais ça change toutes les donnes. C'est même plus qu'on n'a plus le même jeu au moment où on est en train de jouer, c'est qu'on n'a même plus les cartes pour Ouais. jouer. Tout a changé. Les règles sont en train d'être entièrement bouleversées dans l'art, mais pas seulement, dans le journalisme, Bah, dans partout. beaucoup de choses. Dans tout est en train de muer vers quelque chose d'autre. On ne sait pas trop vers quoi ça va. On sait qu'on y va, par contre, c'est sûr. Mmh. On sait pas trop vers quoi ça va. Je suis partagé entre une forme de fascination pour la rapidité avec laquelle les choses peuvent se faire, pour une sorte d'émerveillement face à la quantité d'art qui arrive, à la créativité. C'est-à-dire que moi, je trouve ça génial que quelqu'un qui ne connaisse absolument rien, ou en tout cas très peu de choses à la musique, ou en tout cas qui n'est pas musicien ou musicienne professionnellement, d'un seul coup peut se dire, ben, tiens, ce soir, je vais me créer un album, je veux qu'il soit un peu comme ci, un peu comme ci, un peu comme ça. Et hop, il envoie dans l'ordi, le soir, elle arrive, il met les trucs dans les écouteurs, c'est moi qui l'ai fait. Mais est-ce que c'est vraiment de la musique? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, je trouve C'est j'ai un différent. émerveillement pour ce Ouais, truc-là. ouais. Est-ce que c'est de la musique? Oui, moi je pense que c'est de la musique. Est-ce que c'est un métier? Non, clairement. Mmh. Est-ce que ça vulgarise quelque chose? Peut-être un peu. Est-ce que ça va être d'autant plus génial pour la musique qui va du coup être beaucoup plus exigeante parce que maintenant, vu que tout le monde peut faire ça, il va falloir qu'on aille plus loin? Peut-être aussi. Par exemple, le live, hein, moi je me dis maintenant que tout le monde peut créer des musiques à partir de rien, sans rien connaître. La différence, ça va être ceux qui vont peut-être faire du live. Après, vous allez me dire oui, mais il y a aussi les hologrammes. Et on peut créer des personnages qui n'existent pas. On peut faire des concerts avec rien. C'est vrai aussi. Vous voyez, donc tout est. Ouais, il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu énorme, mais je pense que ça ne peut que nous rendre, en tout cas rendre les musiciens, et donc les musiciens de la nouvelle génération, encore plus exigeants, je Ouais. pense, avec ce qu'ils ont à proposer. Sinon, ils vont être noyés dans la masse de tout ce qui se fera, et c'est déjà énorme. Et on le voit déjà sur les plateformes type Spotify, Deezer, etc. On voit que plus de, je sais pas combien, c'est quoi le chiffre, 70%, ou je sais plus combien, des musiques qui sont uploadées dans la plateforme sont des choses faites par IA. Ouais. Ce qui est dingue. Et vous arrivez à entendre une différence ou pas? Bon, pour l'instant, elle s'entend. Ouais. C'est comme les deepfakes. On arrive quand même à savoir quand c'est pas un vrai visage, etc. Ouais, pour quand on n'est l'instant. pas musicienne comme moi. Mais quand on n'est pas musicien, ouais, je pense qu'on y arrive moins. Ouais. Et puis surtout, je pense que la technologie est en train de tellement s'améliorer Ouais. que je pense d'ici 2 ans, vraiment plus personne fera la différence. Hein. Ouais. Et si un jour votre fils vous demandait, papa, c'est quoi aimer une femme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui transmettre? D'abord, je lui dirais c'est la même chose qu'aimer une femme depuis toujours. Il n'y a pas de différence. Et puis surtout, non, mais c'est une bonne question parce qu'au final, c'est quoi aimer? Pour moi, aimer une femme, c'est la même chose qu'aimer un homme. C'est pas de différence du tout. C'est beaucoup communiquer, être à égalité, et construire ensemble quelque chose. Je trouve que c'est la plus belle chose, la plus belle preuve d'amour, c'est quand on construit quelque chose ensemble. Peu importe ce que c'est. Une famille, pourquoi pas, hein, mais ça peut être autre chose aussi. Alors des projets.
Oui, ou construire. Ouais, Construire. ça peut être un projet de vie, ça peut être c'est idiot, hein, je dis c'est con, mais construire, je sais pas, une cabane, construire. C'est-à-dire Mmh. le fait de construire quelque chose ensemble, c'est un signe d'amour. Mmh. Il suffit pas de dire je t'aime dans le vide comme ça. Je t'aime, oui, d'accord, moi aussi je t'aime, mais alors et après on fait quoi? Mmh. C'est comme la phrase qui dit aimer, c'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. On a un projet ensemble, on construit quelque chose dans le futur. Donc c'est voir le futur ensemble, quoi. Comment reconnaître un homme qui nous aime vraiment? Comment aimer quelqu'un qui nous aime vraiment? Moi, homme ou femme, dans les deux cas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous dire la vérité, Mmh. même quand elle est pas sympa, et surtout quand elle est bien et sympa. C'est aussi ça. C'est que dire la vérité, euh, quand on aime quelqu'un, c'est lui dire c'est pas avoir peur de lui dire les choses qu'on aime chez lui ou chez elle, ou la féliciter ou le féliciter pour les choses qu'on trouve incroyables chez lui ou chez elle, de pas avoir peur de le dire. Il y a beaucoup de gens qui se l'interdisent en se disant non mais si je lui dis, il va croire que je l'aime trop, Mmh. etc. De pas avoir peur de ce truc-là. Et aussi de pas avoir peur de dire les choses qui vont pas, parce que qu'on croit qu'on aime les gens, mais si on leur dit pas la vérité, est-ce qu'on les aime vraiment? Ouais. Est-ce qu'on laisse quelqu'un qu'on aime se tromper ou faire des bêtises ou quoi? Je pense que c'est très important de le dire. Et puis, je pense qu'une belle preuve d'amour, c'est d'accepter de se remettre en question tous les jours un peu. Et donc, si vous voyez que la personne avec qui vous êtes se remet en question et change d'un jour à l'autre, vous lui dites un truc et vous voyez que ça a changé, bah, c'est une preuve d'amour aussi, je Mmh. pense. Vous allez réunir 40 000 personnes à Paris La Défense Arena le 10 avril 2027. Je le disais tout à l'heure, pour le plus grand concert de votre vie. Mais avant ce concert, vous organisez une immense improvisation collective. Vous l'avez évoqué, je crois que vous avez aussi écrit un bouquin sur l'improvisation. Pourquoi est-ce que l'improvisation vous fascine-t-elle? Parce l'improvisation, c'est accepter de mettre en valeur notre vulnérabilité. C'est pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de l'erreur de l'autre, pas avoir peur du cafouillage, pas avoir peur du chaos. C'est accepter qu'il n'y ait pas une personne qui L'authenticité dirige, aussi. l'authenticité. Euh, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Y a pas on n'arrive pas préparé. C'est l'inverse de l'IA, c'est l'inverse de l'autotune, c'est l'inverse des pré-prod, de tous ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on arrive, et notre philosophie, c'est de se dire, bah voilà, on n'est pas parfait. Mais on va construire quelque chose tous ensemble. Et on va construire une harmonie. Vivre en harmonie, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, mais au départ, c'est une expression musicale aussi. Comment créer cette harmonie à partir de rien? Parce que c'est facile de faire de l'harmonie quand je te dis joue un do, joue un mi, joue un sol, joue un si. On sait que ça va être de l'harmonie, ça. Mais comment est-ce que cette harmonie peut naître naturellement s'il n'y a pas une personne qui dirige et qui dit quoi faire? Du coup, ça responsabilise chaque personne. On doit construire l'harmonie, on doit construire la pulsation commune. On doit se mettre d'accord sur un rythme et puis après, on doit construire une mélodie. Et la mélodie, c'est l'histoire qu'on raconte ensemble. Et je trouve ça passionnant parce que c'est ce parallèle que je fais entre la musique et le rôle que peut avoir l'improvisation dans la musique. Je l'adapte à nos vies. Et est-ce que cette conversation aurait été la même si j'avais déjà des réponses à toutes les questions que vous aviez posées, si je savais quelles étaient les questions que vous alliez me poser, si vous n'aviez pas un peu, si vous n'étiez pas un peu sorti du cadre des questions que vous aviez préparées, euh, je vais aller même plus loin. On n'était pas censé faire l'interview ici, on était censé la faire à un autre endroit, mais au dernier moment, vous m'avez dit, ça marche pas, est-ce qu'on peut la faire ailleurs? On a improvisé un endroit. Ouais. Je peux aller encore plus loin. Vous avez une petite blessure ici, vous Ouais. avez mis un petit pansement. Est-ce que l'interview aurait été la même si vous aviez la même tête, Je si me vous serais aviez mise de l'autre côté. vous seriez peut-être de l'autre côté. Mais ce que je veux dire, il y a plein. Est-ce que l'interview aurait été la même s'il y avait pas, je sais pas, je crois que c'est mes enfants qui ont fait du bruit là tout à l'heure derrière. Tout en fait dans nos vies, Bah, c'est tout est l'impermanence de la vie, en fait. c'est ça. On est dans une sorte de vulnérabilité permanente d'un peu tout, de tout le monde, du temps, de l'espace, des mots, de tout ça. J'aime ça. Je trouve qu'on vit mieux quand on sait apprivoiser cette vulnérabilité, quand on n'a pas peur.
de ce qui peut se passer dans 5 minutes, dans 10 minutes, quand on n'a Mais- pas trop peur de ça. Quand on est à deux, Et la improviser, musique- ça va, mais devant 40 000 personnes, c'est quand même très, très courageux Alors et c'est très moins courageux challengeant. que ce que vous croyez, parce C'est que vrai. c'est pas moi qui vais improviser, on va être les 40 000 à improviser ensemble. Ouais. Et il est là le défi. Et c'est ça que j'aime, c'est que je me dis qu'on va Comment être... est-ce qu'ils vont concrètement, pour que nos auditeurs comprennent, comment est-ce que les gens viennent avec leur instrument Non. ou... Non, Comment ça va se passer? on va leur offrir quelque chose quand ils vont arriver. D'accord, On va leur faire un petit cadeau. ok. Et après, ils peuvent improviser avec leur voix, avec leurs mains, ils peuvent Ok, faire plein de ok. choses. Ils peuvent avoir des bouts de papier, je sais pas, il y a plein de choses à faire qui peuvent, on peut faire des sons, enfin, il y a plein de choses à faire. Mais non, justement, ce que j'aime, c'est que, encore une fois, il y a rien de préparé. Et c'est pas la première fois qu'on le fait. J'ai déjà fait ça avec 10 000 personnes il y a quelques années, et avec 2-3 000 personnes quelques années plus tôt, et puis avec quelques centaines de personnes à chaque fois depuis quelques années. J'aime bien faire cette expérience-là. Et je sais que ça va marcher, mais je sais que c'est un énorme défi aussi. Hmm. Ça peut se planter. Ça peut se planter si on suit pas un petit chemin quand même, parce qu'on est presque 40 000 personnes. Mais l'impro va être totalement, vraiment, ça va être une vraie impro totale de tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se planter. Sinon, j'aurais envoyé une partition ou j'aurais chanté un truc sur les réseaux. J'aurais dit voilà, alors on va diviser le groupe des 40 000 en 3 groupes, en 4 groupes. Vous faites ça, puis on improvise, on dirait que c'est une impro. Ouais. C'est pas ça. C'est vraiment, on va créer un truc qui n'a jamais été fait avant. On va pas mettre de pulsation, on va pas mettre d'harmonie, on va pas mettre de mélodie. C'est tout le monde qui va la créer en même temps. Ouais, Vraiment, ça, c'est un truc, c'est phénoménal. ça n'a jamais été C'est fait. Vraiment, phénoménal. ça n'a jamais été fait. Faut pas avoir peur de la vulnérabilité, ni de la sienne, ni de celle des autres, pour se lancer là-dedans quand même. Alors Ibrahim, puisque vous aimez l'impro, moi j'aimerais vous demander quelque chose d'un peu particulier. Est-ce que vous pourriez nous offrir une improvisation qui traduise à votre manière l'atmosphère et les émotions de cet échange? De notre échange là? Ouais. Ben oui. Vous avez le droit de dire non. Hein. Non, ce serait pas sympa pour l'interview. Non, mais je trouve qu'on a eu un échange hyper bienveillant, très doux, sincère, et je sais pas, j'imagine une mélodie. Tu peux improviser une mélodie qui... Voilà, Ça y est, on a eu notre petite mélodie d'Ibrahim. ce sera le jingle. Merci beaucoup Ibrahim, Wow. un immense merci pour votre sincérité, votre sensibilité et évidemment la profondeur de cet échange. Je rappelle que le 10 avril 2027 à Paris La Défense Arena, pour 20 ans de live, donc vous avez compris, il y a une impro et après votre concert. Vous nous offrirez le plus grand concert de votre carrière. Vous serez également en tournée dans tous les Zéniths de France à partir de mars 2027. Le 12 juin sortira, j'ai eu du mal à écrire toute l'actualité, hein, parce qu'il y en a tellement. Le 12 juin sortira votre 21e album Trumpets of Michel-Ange, 2e volume. Et le 12 septembre, votre album... 18. Le Et 18 septembre. Oui, parce que je peux pas oublier, parce que c'est le jour de notre anniversaire de mariage. Ah, c'est joli. Voilà. Donc, votre album à la française en duo avec votre épouse, Hiba Tawaji. Merci d'avoir écouté cet épisode des Ailes d'un homme. Si cet échange vous a touché, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à liker, commenter, partager cet épisode. C'est ce qui nous aide le plus à faire vivre le podcast et à continuer ces conversations profondes et sincères autour des hommes, des femmes et de notre époque. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Ibrahim. C'est moi.